J'aimerais vous demander de choisir celle de ces actions qui représente le mieux ce que vous avez voulu faire dans ce domaine. Je venais de créer, à la demande du gouvernement français, les missions locales, on en dira peut-être un mot tout à l'heure, et en allant dans ces missions, et en rencontrant des jeunes et des animateurs, je me suis rendu compte que les jeunes faisaient ce qu'on appelle des sauts de puce, c'est-à-dire qu'ils faisaient un stage, et puis qu'après ce stage, ils étaient de nouveau en chômage. Et c'était quelque chose qui était insupportable. Alors bien sûr, nous avons essayé de comprendre pourquoi. On y a trouvé au moins 3 raisons. La première, c'est qu'il n'y avait pas assez d'emplois. Ça n'a fait qu'empirer depuis, mais c'était moins grave à l'époque. La seconde, c'est que la formation qu'on leur donnait était une formation en alternance qui, selon moi, fonctionnait très mal. La raison pour laquelle j'ai lancé cette opération. Et la troisième, c'est que les métiers auxquels on préparait étaient tout à fait périmés. Et ça aussi, j'ai voulu en faire un objet de recherche. J'ai donc essayé de lancer une recherche participante, je pourrais dire ce que ça veut dire, qui alliait d'une part une recherche sur comment est-ce qu'on peut former autrement, mais vraiment autrement, et qui alliait d'autre part une recherche sur comment est-ce qu'on peut faire évoluer les métiers, faire évoluer les qualifications. Quand j'appelle nouvelles qualifications, ça ne veut pas dire qu'on va chercher des qualifications nouvelles qui à leur tour seront définitives pour 20 ans, mais qu'on trouve une démarche pour faire évoluer les métiers, évoluer les qualifications et évaluer ces évolutions. C'est donc probablement cette action, et au moins la première et la deuxième phase, qui me permet de réfléchir le plus aujourd'hui au problème de l'insertion finalement. Est-ce que vous pourriez donner une illustration de ce que ça signifie pour des gens en formation ou pour des jeunes Oui, bien sûr, la première phase a donc été avec des jeunes, et la seconde avec des ouvriers. Je crois qu'il faut la distinguer, non pas parce que les personnes sont différentes, mais d'une part parce que pour les jeunes, c'était des jeunes chômeurs, et qu'on les mettait donc en formation en alternance, je vais en parler, alors que pour la seconde, c'était des ouvriers à la chaîne, et qui étaient au travail, mais surtout parce que la seconde nous a permis de comprendre beaucoup de choses que nous ne comprenions pas à la première. De ce point de vue, c'est important pour des personnes comme vous, parce que la recherche permet de trouver beaucoup de choses. C'est vrai que la seconde opération nous a permis de comprendre des quantités de choses. Alors peut-être la première, j'ai donné l'objectif, on faisait des hypothèses sur cette première, c'est-à-dire faire une recherche participante, à la fois sur comment faire évoluer les métiers et à la fois sur comment faire évoluer la formation en alternance. Hypothèse sur la formation en alternance. Il y avait déjà de la formation en alternance en France. Je rappelle que ça signifie que les jeunes sont de temps en temps au travail dans une entreprise et de temps en temps en formation dans un centre. Or, la première hypothèse, c'est qu'il fallait complètement transformer la conception qui était la conception de l'époque, qui est encore d'ailleurs aujourd'hui hélas, c'est-à-dire que la formation en alternance, on dit on va faire alterner des périodes, mais on ne met aucun rapport entre les deux. Les jeunes sont de temps en temps en formation en centre, les jeunes sont de temps en temps en formation en école, en entreprise, mais on ne fait aucun rapport entre les deux. Donc le but, c'était de voir comment on pouvait faire un rapport intime entre ce qu'ils faisaient dans l'un et dans l'autre, dans l'une et l'autre situation. Si on ne fait pas ce rapport, ils sont comme sur deux planètes différentes. Alors ça, c'était la première hypothèse, faire une vraie alternance. La seconde, c'était une recherche participante. Il fallait motiver ces jeunes qui étaient, je le dis, nous avons toujours pris à ce point de vue des jeunes de très très faible niveau et qui étaient très peu motivés, démotivés par la vie. Il fallait donc les motiver. Et pour les motiver, il fallait qu'ils participent. Et pour qu'ils participent, il fallait qu'ils participent, c'était une révolution à l'époque, à la définition des tâches successives qu'on leur faisait prendre. Vous voyez tout de suite les réactions des entreprises qui râlaient parce qu'elles donnaient une tâche et qu'elles ne comprenaient pas pourquoi le jeune contestait. Or, il faut qu'il conteste, parce que s'il conteste, il faut qu'il accepte après. Mais il faut qu'il conteste, parce que s'il conteste, eh bien, il comprendra pourquoi. Et puis qu'il faut aussi que le jeune puisse contester la formation. Car s'il conteste la formation et qu'il demande pourquoi on le forme à ceci ou à cela, ça le fait réfléchir à cette formation. Donc, l'hypothèse, c'était la recherche participante à laquelle les jeunes participaient, les tuteurs de ces jeunes, chaque jeune travaille auprès d'un tuteur, les entreprises et les formateurs. Ça, c'était donc les hypothèses de départ. Mais une recherche, c'est pas à vous que je vais le dire, ça doit faire écrire. Ça doit être écrit. Et je demandais aux jeunes, aux tuteurs, aux formateurs, aux coordonnateurs des formations d'écrire. Alors, j'ai eu des tas d'ennuis. Mais enfin, ça, c'était les hypothèses de départ. On faisait accepter par l'entreprise de prendre des jeunes de très faible niveau,
protestation énergique parce que je ne prenais pas les gens qui étaient des niveaux plus forts. On les faisait participer à la recherche. Ça faisait un scandale de faire participer des jeunes de faible niveau à la recherche. On faisait participer tout le monde. Et la deuxième hypothèse, c'est que tous ensemble, ils répondraient à des questions écrites et qu'on comparerait les points de vue, point d'où l'on voit, ils compareraient les points de vue de ce qu'ils avaient écrit. C'était ça les hypothèses. Alors ensuite, on l'a organisé. Pour l'organiser, j'ai commencé par rencontrer, comme je le fais toujours, 250 personnes, des entreprises, des chefs d'entreprise, des syndicats, des formateurs, des chercheurs, des administrations, et on a commencé avec 35 lieux. 35 lieux, dans chaque lieu expérimental, il y avait 12 jeunes en formation, en alternance, en entreprise et en centre, 12 jeunes auprès de 12 tuteurs, avec un coordonnateur, et on essayait de les mettre dans une vraie alternance, comme je viens de le dire. Alors quels ont été? On peut peut-être passer tout de suite aux résultats d'ailleurs, parce qu'ils ont été extrêmement intéressants, les uns très positifs et les autres très négatifs. Je ne donne que les résultats qui me paraissent importants pour la suite, c'est-à-dire qu'est-ce que j'en tire aujourd'hui. Les résultats, ils ont été, le premier résultat a été tout à fait négatif. Quand je suis allé sur les terrains, que j'ai rencontré successivement d'ailleurs, 2 heures les jeunes, 2 heures les tuteurs, 2 heures les formateurs, 2 heures l'entreprise, je me suis fait injurier de partout, sauf par les jeunes. Je me suis fait injurier de partout parce qu'on me disait « C'est scandaleux, vous avez pris des jeunes de faible niveau. Ils savent rien, ils savent ni lire, ni écrire, ni compter, ni calculer, ni se repérer, ni se référer. C'est scandaleux. » Alors j'avais expliqué que, comme j'avais voulu montrer que les jeunes de faible niveau n'étaient pas foutus, il fallait bien que je prenne des jeunes de faible niveau. Je me suis fait deuxièmement engueuler parce que j'avais demandé qu'on écrive. Or, aucun ne voulait écrire. Les jeunes ne voulaient pas écrire parce qu'ils disaient qu'ils ne savaient pas écrire, ce à quoi je répondais que pour apprendre à écrire, le mieux c'est qu'ils décrivent leur situation. Les tuteurs ne voulaient pas écrire, d'abord parce qu'ils ne savaient pas écrire, ça c'était plus ennuyeux, mais ensuite et surtout parce qu'ils ne voulaient pas décrire ce qu'ils faisaient faire aux jeunes, et ils ne voulaient pas le décrire, c'était pour une raison très importante, parce que comme ce qu'ils avaient commandé aux jeunes n'était pas conforme aux prescriptions, différence entre le travail prescrit et le travail réel, ils ne voulaient pas le décrire. Les formateurs ne voulaient pas écrire parce qu'ils savaient qu'ils ne connaissaient pas forcément les pratiques des théories qu'ils enseignaient, et les cadres ne voulaient pas écrire parce qu'ils savaient que l'organisation du travail fonctionnait mal. C'est là que j'ai compris une chose dans la recherche sociale, c'est quand une personne a peur des autres, ça va très mal, mais quand tout le monde a peur de tout le monde, ça commence à mieux fonctionner. Enfin, ils ont quand même écrit. Mais je me suis heurté à beaucoup de difficultés. Et puis, je me suis heurté surtout à une difficulté, c'est qu'ils ne savaient pas quoi écrire. Et ça fera l'objet de la seconde phase. Mais sur ce premier problème, sur cette première action, nous avons compris une chose tout à fait extraordinaire. C'est qu'au fond, les jeunes ont appris extrêmement vite et à la stupéfaction de tout le monde. Mais les tuteurs, les formateurs m'ont parlé de court-circuit. Court-circuit pas électrique, mais court-circuit de changement de comportement et de changement d'apprentissage. Voilà des jeunes dont on m'avait dit au début qu'ils ne savaient rien, qui n'écoutaient rien, qui ne comprenaient rien, qu'ils étaient des morts et des panneaux vides. Au bout de 3 mois, ils avaient appris des tas de choses, ils avaient changé de comportement. Ils demandaient des cours. Ils restaient après la fin des heures des cours. On n'avait jamais vu ça de mémoire d'homme dans les lycées où ils étaient. Ils avaient changé de comportement. Ils posaient des questions, ils harcelaient de questions. Et puis, ils avaient appris certaines choses, par exemple en mécanique des fluides, en mécanique, sans avoir les préalables et les prérequis mathématiques. Alors ça nous a posé de cette question. On a trouvé 8 réponses à l'époque. Je n'ai trouvé la vraie réponse, du moins je pense que 10 ans plus tard. Mais quelle était la réponse essentielle, et vous la connaissez aussi bien que moi, c'est qu'en fait, la formation est une question d'amour et d'affection. Les tuteurs, après avoir été furieux après ces jeunes, parce qu'ils faisaient rien, parce qu'ils savaient rien, les avaient pris en affection. C'était des jeunes très malheureux, très misérables. Quelquefois, ils n'avaient pas de chambre, ils couchaient près de l'usine dans une tente. Et ils les avaient pris en affection. Et les prenant en affection, ils leur avaient confié des tâches qui avaient du prestige. Et en leur confiant des tâches qui avaient du prestige, ils les avaient rendus dignes de respect. Et du coup, les jeunes avaient appris très vite. Donc la formation se déplace sur le lieu de travail. Est-ce que j'ai bien... Vous avez tout à fait bien compris, et je vais le préciser. Je vais le préciser d'abord par 3-4 phrases, et ensuite par un exemple, un cas concret. C'est exactement cela. Pour moi, il y a 4 principes. La formation doit partir de ce qu'ils font pendant le travail. Parce que sinon, ils ne comprennent pas pourquoi on leur fait une formation abstraite dans le centre. Et entre nous soit dit, la formation en alternance aujourd'hui en France continue avec cette démarche. C'est-à-dire qu'on fait de la formation qui n'a aucun rapport avec ce qu'ils font. La formation doit partir de ce qu'ils font. Mais la formation doit y revenir.
C'est-à-dire qu'il faut que dans le travail, on utilise ce qu'ils ont fait en formation. Vous connaissez la pub de la pile Vondaire qui ne s'use que quand on s'en sert. Ici, il faut dire que la formation s'use si on ne s'en sert pas. Il faut donc que la formation parte de ce qu'ils font, à condition d'ailleurs qu'on leur fasse faire des choses avec pédagogie du succès, c'est-à-dire qu'ils réussissent dans ce qu'ils font, donc on part de choses extrêmement simples. La formation dit revenir, c'est-à-dire qu'ensuite, on doit effectivement appliquer. Et là, vous avez mis le doigt sur une chose essentielle. La formation doit en aucun cas être préalable, et ensuite on l'applique dans l'entreprise. C'est pas vrai. Ils refusent cette formation préalable parce qu'elle leur rappelle l'école. Et vous-même, comment est-ce que vous avez compris tout ça? Parce que s'il y a un bon élève, c'est bien Bertrand Schwartz. Il est polytechnicien, il est ingénieur des mines, il dirige une école de formation d'ingénieurs et il a une sensibilité pédagogique à l'égard de personnes qui sont de faible niveau de qualification ou qui sont des échoués du système scolaire. Bon, je vais démonter ici une partie de votre hypothèse. Je n'ai pas été un bon élève. D'abord, j'étais recalé au baccalauréat de mathématiques élémentaires, au grand scandale de ma famille. Et ensuite, si j'ai été reçu à l'école polytechnique, j'ai été reçu dernier. Entre celui qui n'a pas été reçu et moi, il y avait un centième de point, ce qui, j'espère, vous fera comprendre la différence d'intelligence, par un centième de point. En fait, pour être reçu à l'école polytechnique, je ne crains pas de le dire, il faut faire énormément d'exercices. J'ai fait des milliers d'exercices. Mais je ne suis pas un bon élève, j'ai jamais été un bon élève. Et j'ai souffert d'avoir été un mauvais élève. Et j'étais donc tout prêt à comprendre. Et vous-même, vous n'avez jamais suivi de formation. Vous êtes professeur de sciences de l'éducation, Ah, honoraire. Je ne l'étais pas au départ, du tout. Non, mais vous l'êtes Je suis devenu. docteur en sciences de physique. Bon. Et vous n'avez jamais été formé en sciences de l'éducation. Ah, si. Et vous êtes reconnu comme un grand pédagogue. Vous avez obtenu le prix qui est quasiment l'équivalent du prix Nobel du grand pédagogue. Et vous n'avez jamais été formé en pédagogie. Je l'ai été par la guerre et par la prison. Et je voudrais vous dire une chose sur la guerre. J'ai été sous-lieutenant à l'âge de 20 ans à Dunkerque et lieutenant au débarquement de Normandie. Et je vais vous dire une chose, c'est que c'est très curieux parce que les gens s'imaginent mal. Vous connaissez le militaire, mais dans le temps de paix, vous ne le connaissez pas en temps de guerre. Ça peut vous étonner de penser qu'un lieutenant en temps de guerre doit écouter les gens à côté de lui. Imaginez un lieutenant en temps de guerre au débarquement de Normandie. Il a, d'une part, à écouter des ordres, mais il est tout seul dans la nature avec ses gars. Hein, et il a tout d'un coup tout des tas de choses imprévues. Vous êtes d'accord? Il y a de l'imprévu immédiat, total. Eh bien, j'ai compris que malgré cet imprévu, j'avais intérêt à écouter mon chauffeur et mon standardiste parce qu'ils voyaient des tas de choses que je ne voyais pas. Et j'ai compris que la pédagogie, c'était d'abord écouter. Et que c'est pas parce qu'ensuite, sans écouter, je leur donnerais des ordres qu'ils les exécuteraient. Ils auraient fait des bêtises. Donc je les écoutais, à la fois pour moi mieux comprendre ce qu'il fallait faire, et à la fois parce que si je les écoutais, que je partais de ce qu'ils me disaient, alors ils seraient prêts à exécuter mes ordres. Ça a été ma formation pédagogique, Pierre. En prison, c'est la même chose. En prison en Espagne, avec une douzaine de personnes en cellule individuelle, j'y ai vu des gens qui n'étaient pas de mon milieu. J'ai appris beaucoup de choses des assassins d'ailleurs. Mais j'ai aussi compris que la pédagogie, c'était s'expliquer, comprendre, écouter. Et là, la vie vous l'a appris. Ah oui. Les événements auxquels vous avez dû faire face. Ouais. Et alors, comment est-ce que les tuteurs, les formateurs, les enseignants, comment est-ce qu'ils vont pouvoir comprendre les jeunes? Parce qu'eux, ils n'ont pas l'occasion du maquis ou l'événement de la guerre qui les force à écouter. C'est tout à fait juste. Mais je répète, j'ai pris des tuteurs ou des formateurs. J'ai pris des formateurs qui étaient prêts à comprendre cela parce que des événements de la vie les y avaient préparés. Je ne sais pas lesquels. Mais quand on les a sélectionnés, on a vu qu'il y avait eu des événements. Les tuteurs, ça a été beaucoup plus difficile. Nous avons donc passé des journées entières avec les tuteurs et avec les formateurs. Et au lieu de leur faire des formations, on ne leur a jamais fait de formation. On leur demandait de dire comment vous vivez cette situation qu'on vous fait vivre avec des jeunes de très faible niveau, qui sont des paumés. Comment est-ce que vous vivez cette situation? Ne serait-ce que, Pierre, une chose importante, le fait de les faire discuter ensemble, c'est pas non plus à vous que je vais l'apprendre. Il y avait sur les 12 tuteurs qui s'occupaient des 12 jeunes, il y en avait 2 qui avaient tout à fait compris, puis 3 qui avaient rien compris, et ils se disputaient beaucoup. Et ces discussions collectives étaient formidables. Je parlais très peu, mais je leur faisais poser des questions, et ils se posaient des questions, et ils discutaient entre eux. Et peu à peu, ils ont vécu ces événements, car ils avaient des jeunes qui étaient très faibles, qui étaient très paumés, qui étaient très malheureux. Et peu à peu, ils ont eux-mêmes compris. Ouais, ils ont eux-mêmes compris. Alors, on les a utilisés pour faire comprendre à d'autres.
Alors dites peut-être 2 mots sur Briey à titre d'introduction à la deuxième action que vous jugez vous-même plus significative. Alors, Briey était effectivement, et vous avez raison de le dire, un passage très important pour l'éducation des adultes. Avant Briey, j'étais dans un centre de formation et de promotion sociale avec des personnes isolées qui venaient en formation. Briey était une action collective. Qu'est-ce qui s'est passé à Briey? Il y a eu un licenciement collectif dans les mines de fer. Les syndicats sont venus me trouver, université, ce qui était quelque chose d'extrêmement important, pour me demander de leur faire une action parce qu'ils allaient être menacés de licenciement. Je dis bien menacés, car leur idée derrière, il ne faut jamais l'oublier, c'est qu'ils refuseraient le licenciement et qu'ils se battraient jusqu'à la grève générale, ce qu'ils ont fait. Et ils me demandaient donc de faire une action qui touche le maximum de mineurs pour que tous ensemble puissent se défendre contre le patronat et les licenciements collectifs. On avait donc une action collective à faire. Mais ils venaient me demander quelque chose qui était impossible, c'est qu'ils venaient me demander de faire des cours de maths, de physique. Or, j'étais payé pour savoir que les maths et la physique n'avaient aucun sens pour eux, parce que ça n'avait aucun rapport avec leur vie. Et que je pensais donc qu'il fallait partir de leur vie. Le problème qu'ils me posaient était très délicat. Ils ne voulaient pas de formation professionnelle. Car s'ils acceptaient une formation professionnelle, ça prouve qu'ils acceptaient le licenciement et ils refusaient. Donc ils me demandaient une formation générale, maths, physique, et moi je ne pouvais pas l'accepter. Alors on a fait quelque chose de tout à fait nouveau. On a donc fait participer les mineurs, les syndicats, l'environnement tout entier à qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire. Et effectivement, ça a été une action tout à fait fascinante qui nous a appris beaucoup de choses parce que tout le monde a participé, vraiment tout l'environnement. Ce qui fait qu'au début, on a commencé avec 500 mineurs et qu'à la fin, il y avait 10 000 personnes en formation dans la région, à la fois les mineurs, à la fois les non-mineurs, à la fois leurs femmes, à la fois même des jeunes, et qu'ils choisissaient les thèmes. Mais en plus, ça m'a appris une chose tout à fait importante. C'est que de là que sont nées les unités capitalisables, et ça n'est peut-être pas inutile de le dire. Ce que ça m'a appris, c'est qu'il fallait faire une pédagogie par objectif, mais très très différente de la pédagogie américaine. Ça veut dire qu'en fait, l'organisation des formations, c'était la suivante. Au début, tout était précédé par un cours de 20 séances, avec 12 mineurs, un animateur et pas de programme. Ça, c'était la première fois qu'on faisait pas de programme. Il n'y avait pas de programme. On partait de ce qu'ils faisaient dans la vie. Et ils avaient demandé pour que ce ne soit ni une formation professionnelle, mais ni non plus une formation inutile, qu'on fasse des cours sur la mécanique auto, parce qu'ils avaient tous des autos, et qu'on fasse des cours sur l'électricité familiale, parce qu'ils avaient tous de l'électricité familiale. On a commencé ces formations. Et on s'est aperçu qu'il y avait des résultats absolument formidables. J'ai dit qu'il n'y avait pas de programme. Mais en plus, n'importe qui, dans un groupe de 12, pouvait être arrêté parce qu'il ne comprenait pas. Et au lieu que ce soit le formateur qui réponde, c'était un autre. Quand il y avait quelqu'un qui tout d'un coup osait avouer, et il l'osait parce qu'ils étaient entre eux, je ne sais plus très bien ce que c'est que diviser par 2, c'était son voisin qui lui apprenait. Et ça a abouti, ces formations, à un premier résultat. C'est que, alors qu'ils avaient peur des mathématiques avant, qu'ils avaient refusé catégoriquement tous les cours de maths, après ils les ont demandés parce qu'ils avaient vu qu'ils étaient capables d'apprendre les maths. Alors qu'au début, ils refusaient tous les cours de français, de grammaire, après, ils avaient vu qu'ils pouvaient et que c'était utile. Mais c'est de là que sont nées les unités capitalisables, sous 2 aspects. D'abord, la capitalisation des unités, entre nous, c'était quelque chose qui était très intéressant, mais qui ne m'intéresse pas. C'était donc cette pédagogie par objectif. Et pour vous l'expliquer, je vais vous donner tout de suite la fin de Briey. Ils ont demandé des diplômes par unité capitalisable. Et c'est là que j'ai compris une chose qui me sert encore aujourd'hui, et même beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. C'était la relation entre le développement de l'autonomie, le développement des connaissances et le développement des savoir-faire. On a créé par exemple un premier diplôme qui était, ça va paraître très technique, un diplôme d'électromécanique. Il y avait comme compétence, comme grande compétence, d'être capable de dépanner un moteur, être capable d'entretenir un moteur, capable de faire une prévention. Je dis tout de suite que ces diplômes ont été définis à la fois par les formateurs, à la fois par les ouvriers, à la fois par l'éducation nationale, à la fois par les entreprises. Pour ça d'ailleurs que ça a permis d'être quelque chose d'intéressant. Alors reprenons ce diplôme. La première unité, c'était une unité extrêmement simple, qui était non pas être capable de dépanner un moteur, mais être capable de démonter un moteur. C'était un moteur simple au départ, puisqu'il ne savait rien. Et c'était une action sans autonomie, c'est-à-dire qu'on ne leur disait pas à pas ce qu'il faut faire. Il y avait déjà un petit peu de maths, un petit peu de mécanique. La seconde unité, c'est ça qui est très intéressant à regarder, c'est qu'elle se faisait sur être capable de démonter encore un moteur, mais complexe. Et cette fois-ci, de démonter un moteur, mais sans explication, avec autonomie. Et ça supposait donc qu'ils aient
des capacités déjà comme être capable de poser le problème, ce qu'on ne leur avait jamais appris, être capable d'analyser les contraintes d'un problème, être capable de faire des hypothèses qu'on n'a jamais appris aux ouvriers. Pour démonter un moteur complexe, il faut avoir des hypothèses. Si je fais ça, il va se passer ça. Être capable d'évaluer ces hypothèses. Et j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait des connaissances et des savoir-faire un peu plus complexes. C'est-à-dire qu'à mesure que la complexité de la situation croît, et à mesure surtout que l'autonomie croît, une autonomie demandée et ou voulue, la personne a besoin de connaissances et de savoir-faire plus complexes. Mais en ayant besoin de ces savoir-faire et de ces savoirs plus complexes, il prend drôlement conscience de ce qu'il en a besoin et il les apprend. Et la dernière unité, tout était beaucoup plus complexe. Ce qui fait qu'en faisant croître la complexité des situations de travail et l'autonomie, on s'aperçoit qu'on peut faire de véritables programmes au lieu de faire des véritables programmes plaqués. Le programme, il se fait en fonction de la complexité croissante de la situation et de l'augmentation croissante de l'autonomie. Et peu à peu, les gens voient, les professeurs, les formateurs, les tuteurs et les ouvriers, ils voient qu'ils ont besoin de connaissances plus complexes et ils les apprennent et ils se les approprient. C'est vrai que ça a été le grand changement. Aujourd'hui, la réalité du chômage fait que ce type d'action se déploie sur un horizon plus sombre. Oui. Est-ce que ça en change les objectifs? Oui, ça en change les objectifs beaucoup. Il est beaucoup plus sombre. À l'époque, et vous avez raison de le dire, à Briey comme à Merlebach, dans ces actions, les gens étaient sûrs de trouver un emploi ailleurs. Et par conséquent, la situation était beaucoup plus simple. Aujourd'hui, il y a une quasi-certitude de ne pas trouver d'emploi, et en tout cas immédiatement. Ça change énormément les choses. Et ça m'a amené donc à réfléchir à une pédagogie autre. D'autre part, ça le change aussi pour une autre raison, c'est que si à l'époque il y avait beaucoup d'argent, et il fallait beaucoup d'argent pour faire cela, il fallait beaucoup d'argent, mais non seulement il y avait en plus un modèle culturel qui n'était pas le même, on pouvait accepter l'idée que les gens fassent des choses qui n'avaient aucun rapport avec la formation professionnelle. Je dirais qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à l'admettre. Cependant, ce que je vais vous dire maintenant sur le changement que j'ai fait, c'est amusant parce qu'il est en train de subir un autre changement depuis quelques mois, sur le fait qu'on commence de nouveau à comprendre qu'il ne faut peut-être pas commencer par la formation professionnelle, peut-être faudra-t-il terminer par là, c'est-à-dire ce que je fais en ce moment. Mais c'est vrai que ça change beaucoup. Alors je peux essayer de vous expliquer maintenant la seconde action. Oui. Cette seconde action, elle a été menée dans une usine. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté à l'époque de faire une insertion qualifiante des jeunes? Parce que tout simplement, j'ai quitté la délégation que je dirigeais et que je suis allé dans le Nord-Pas-de-Calais pour essayer de former des ouvriers en usine. Là, il y a eu un phénomène qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Il se trouve que j'ai été invité depuis beaucoup d'années à l'université de Massachusetts Institute of Technology, MIT, et qu'un beau jour, j'ai par hasard assisté à un séminaire de 200 présidents et directeurs généraux des plus grandes entreprises américaines, et que devant moi, ils se sont parlé avec une liberté qui m'a absolument stupéfié, des incroyables dysfonctionnements qui se produisaient partout. C'était extraordinaire, c'était surréaliste. Comme ils se les racontaient tous les uns devant les autres, j'en ai déduit qu'il y en avait beaucoup, énormément. Et quand je suis rentré en France, j'ai essayé de voir s'il y en avait beaucoup. Quand je suis allé voir des directeurs d'entreprise et que je leur ai demandé, ils m'ont dit non, il n'y en a pas chez moi. Et comme j'ai pensé que c'était pas vrai, j'ai posé une autre question. J'ai été voir d'autres directeurs d'entreprise et je leur ai dit, écoutez, je suis très calé en qualité, ce qui n'était pas vrai d'ailleurs, mais j'arrive d'MIT, une université fort prestigieuse, je vais vous proposer de vous aider gratuitement à réduire les dysfonctionnements et à vous occuper de la qualité. Alors ils ont été très intéressés quand ils ont su que c'était gratuit. J'ai eu beau leur dire que ce serait gratuit mais très pénible, mais ils ont accepté et je suis donc parti dans le Nord pour, dans une usine de Renault, essayer de former des ouvriers à la chaîne, former, mais à partir des dysfonctionnements. Je dis bien former, mais à partir des dysfonctionnements. Alors peut-être faut-il passer sur cette action parce qu'elle est trop longue, bien qu'elle ait été fascinante et on peut la reprendre ailleurs. Je vais vous dire tout de suite que ça m'a amené à comprendre ce que j'appelle aujourd'hui la pédagogie du dysfonctionnement. Et paradoxalement, je vais expliquer cette pédagogie sur deux cas qui n'ont plus aucun rapport avec l'action Renault, mais c'est mieux, d'ailleurs c'est pas dans mon livre, comme ça c'est plus intéressant. Inédit. Je vais vous l'expliquer parce que j'ai compris après qu'est-ce que ça voulait dire que cette pédagogie du dysfonctionnement. Je vais quand même vous donner la suite de mes réflexions. J'ai cru d'abord que la pédagogie du fonctionnement était liée au fait que ça motivait les ouvriers
d'étudier les dysfonctionnements, et c'est vrai. Les dysfonctionnements, c'est très irritant, c'est très exaspérant. Surtout que, à titre documentaire, je vous signale qu'ils sont innombrables, et qu'il y en a partout, et tous les jours. Partout où je vais, il y a des dysfonctionnements. J'ai cru que ça les motiverait. Et je me suis dit, j'ai transformé une phrase que nous avions eu beaucoup à Nancy, qui était: un adulte n'accepte de se former, vous l'avez bien connu, que quand il trouve dans sa formation une réponse à ses problèmes, dans sa situation. J'ai transformé cette phrase d'abord en disant: non, un adulte n'est prêt à se former que s'il peut espérer changer, si peu que ce soit, sa situation. Et puis je me suis dit: non, c'est pas ça. Et j'ai cru que, comme dans l'action que j'avais menée à Renault, non seulement ils faisaient des changements, mais qu'ils analysaient eux-mêmes complètement les problèmes auxquels ils se trouvaient confrontés, apprendre à poser le problème, à analyser le problème. J'ai cru que c'était ça. Et puis je me suis dit: non, c'est pas ça, et c'est autre chose. Et j'ai fait l'hypothèse suivante, qui est aujourd'hui la mienne, jusqu'à ce que je la change. Celle-là, elle se fonde sur une chose qui a été assez amusante, que j'ai connue, que je n'ai pas connue, puisqu'elle a 80 ans, que j'en ai que 78, mais que j'ai connue quand j'étais à l'école des mines de Nancy. C'était celle des hauts fourneaux. À l'époque, il y a 80 ans, on racontait partout l'histoire suivante, qui est très amusante. Les hauts fourneaux, c'est ces grosses machines qui doivent faire couler de la fonte, là, et qui chauffent beaucoup. Les ouvriers avaient un problème majeur, qui était de savoir quand faire la coulée de la fonte. Il ne fallait pas la faire trop tôt, parce que s'il n'était pas assez chaude, elle bloquait tout, bonjour les dégâts. Mais si on la faisait trop tard, elle était tellement chaude, le haut fourneau avait continué à chauffer, qu'elle brûlait tout sur son passage. Et il fallait donc trouver le moment exact. Et les ouvriers avaient trouvé une recette magique. Ils avaient vu que quand ils regardaient la fumée, qu'elle devenait violette, il fallait faire une prière. Alors en fait, la fumée violette, c'est qu'elle avait atteint une certaine température, mais ils n'avaient jamais appris qu'est-ce que c'était qu'une température. Et ils faisaient une prière, c'est ce qu'il fallait, parce qu'elle durait 7 minutes. Et ça marchait. C'était une recette magique. Un jour, dans un de ces hauts fourneaux, il y a eu un formidable dysfonctionnement, je ne sais pas lequel. Et ils ont trouvé une recette magique qui a consisté à fermer un des 12 tuyaux qui relient le haut fourneau à l'extérieur. Ça a marché. Je ne sais plus ni quel était l'objet, ni... Ça a marché. Alors, quand il y a eu d'autres dysfonctionnements, ils ont fait la même chose. Jusqu'au jour où il y a eu un autre dysfonctionnement, mais ils n'ont pas vu que ce n'était pas le même. Et ils ont fermé un tuyau, ça n'a rien fait. Alors, ils ont fermé le second tuyau, ça n'a rien fait. Ils allaient fermer les 12 tuyaux. Croyez-moi, ça aurait fait quelque chose, ça aurait fait exploser le haut fourneau. Eh bien, là est toute la pédagogie du dysfonctionnement. Si le jour où ils avaient fermé le premier tuyau, on leur avait expliqué que la pression est d'autant plus forte que la surface est petite. Tout le monde le sait. Vous savez tous très bien, et n'importe quel ouvrier le sait, que quand on veut enfoncer un clou, il s'enfonce parce qu'il a une surface petite, mais quand on veut enfoncer une bûche, il ne s'enfonce pas parce qu'elle a une surface grande. Tout le monde sait ce que c'est que les casseroles à pression. Si le jour où ils avaient fermé un tuyau, on leur avait dit que la pression est d'autant plus forte que la surface est plus petite, que parce qu'ils avaient fermé la surface, ça faisait boum boum, ils auraient compris pour le restant de leur jour ce qu'est une pression, une force et une surface. Là est la pédagogie du dysfonctionnement, c'est-à-dire que ce jour-là, ils auraient pu transformer leur recette qui était magique en une recette logique. Ce point est capital. Toute la formation professionnelle doit passer par là, elle se transforme en formation générale. Ce jour-là, ils auraient transformé leur automatisme en autonomie. Ce jour-là, ils auraient non seulement compris comment étudier les dysfonctionnements, mais comment apprendre des concepts, et ils auraient appris ce concept. Bertrand Schwartz, vous avez eu des grands mandats politiques aussi. Qu'est-ce que vous avez pu en faire? Qu'est-ce que vous avez réussi à changer à partir de toute l'expérience qui a été la vôtre dans des localités à un niveau plus général? Le seul mandat politique et national que j'ai eu, c'est après le rapport de 81 où j'ai proposé les missions locales. Le gouvernement m'a demandé de créer des missions locales. Il y en a aujourd'hui 300 en France qui ont l'an dernier travaillé avec 1 million de jeunes, donc c'est quelque chose de très considérable. Et j'ai été ensuite le responsable de ces missions locales pendant un certain nombre d'années. Bon, ce que j'ai pu changer, c'est d'instaurer des missions locales. Même si ces missions locales ont été depuis soumises à des variations et quelquefois négatives, elles restent aujourd'hui, elles ont au moins aujourd'hui deux qualités. La première, c'est le lieu dés'isolement des jeunes, même lorsqu'elles ne peuvent pas proposer à des jeunes des solutions. Et malheureusement, c'est assez fréquent. Le seul fait de pouvoir écouter les jeunes tranquillement, d'avoir tout son temps pour le faire, de les désisoler reste quelque chose de considérable, car Dieu sait que l'isolement est une chose dramatique pour le chômage. Et deuxièmement, c'est un observatoire fabuleux. Il n'est pas utilisé comme tel, mais il l'est.
c'est qu'elles ont donc travaillé qu'un million de jeunes. Et en gros, je ne crois pas me tromper en disant qu'une statistique, je n'aime pas les statistiques, mais je rencontre énormément de missions locales, toutes les semaines. Elles me disent qu'elles atteignent de l'ordre de 80 à 90% des jeunes en difficulté d'un bassin d'habiter ou d'emploi. Elles ne trouvent pas de solution pour beaucoup de ces jeunes, et c'est de plus en plus dur pour elles, mais elles sont un lieu d'observation tout à fait extraordinaire. Bon, ça a quand même pu changer. Et puis, j'ai quand même pu créer l'opération de nouvelle qualification, qui même, si elle a été supprimée depuis par un gouvernement, peut-être va reprendre avec les histoires d'emploi jeunes, on en reparlera éventuellement tout à l'heure. Comment est-ce qu'on devient un passionné de lutte contre l'exclusion? Comment se fait-il qu'on ne se décourage pas? Par la révolte. Plus ça va, plus je suis révolté, à vrai dire, contre la société actuelle. Et comme je suis révolté, comme j'accepte de moins en moins je n'accepte pas la résignation qu'on met au chômage. Et je considère que c'est absolument inacceptable et impensable. Donc je ne me résigne pas et donc je continue à lutter. Par contre, je comprends que les formateurs se désespèrent. Parce que une chose est d'être formateur, une chose est d'être la situation où je suis. Le formateur qui forme des gens, qui sait qu'ils ne trouveront pas d'emploi, qui a des jeunes qui savent qu'ils ne trouveront pas d'emploi, c'est terrible. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous disais que peut-être on reparlerait de cette question. Paradoxalement, il est vrai que Briey, où on ne faisait pas de formation professionnelle, puis on en a fait, se retrouve aujourd'hui sous une autre forme. Quand je vais dans les missions locales, elles me disent de plus en plus que les jeunes ne veulent plus de la formation professionnelle. Et pourquoi n'en veulent-ils plus? D'abord parce qu'à quoi ça sert de faire une formation professionnelle s'il n'y a pas d'emploi après? C'est une vraie raison. Deuxièmement, parce que la formation professionnelle leur rappelle l'école qui les a rejetés et qui n'en veulent pas, ce que vous disiez vous-même tout à l'heure. Puis troisièmement, parce que je considère que la formation professionnelle telle qu'elle est faite est ennuyeuse. Et par conséquent, il se produit un mouvement en ce moment qui est tout petit et qui n'est qu'un mouvement d'inspiration d'un système, et je voudrais bien que le système s'en inspire. C'est qu'au fond, pour arriver à faire une formation professionnelle, la seule solution, à mon avis aujourd'hui, je ne parle plus de la pédagogie du dysfonctionnement, la seule solution, c'est de partir de création que font les jeunes. Il faut que les jeunes deviennent créateurs. Et ils ont des projets. Et si on leur permet de réaliser certains projets, je peux vous en donner un tout petit exemple tout à l'heure qui est très amusant, alors ils vont tout apprendre. Je vais en prendre tout de suite un exemple. Dans une région près de Bordeaux, dans une zone près de Bordeaux, Senon, mission locale, 5 jeunes ont proposé et on a accepté avec un camion qu'on leur a payé et des appareils, des ordinateurs qu'on leur a payés. Ils vont aller dans les villages complètement déshérités autour pour former les jeunes enfants à l'informatique, pour former les instituteurs parce qu'ils ne savent pas non plus ce que c'est que l'informatique, et pourquoi pas les élus parce qu'ils ne savent pas non plus. Vous voyez derrière ce projet le côté formidable dignité et prestige qu'ils gagnent. Ils vont donc faire ça. Pour ça, il faut qu'ils se forment. Mais en plus, ils vont conduire le bus. Il faut qu'ils se forment. Ils vont réparer le bus. Ils vont s'occuper eux-mêmes de la logistique. Ils vont s'occuper eux-mêmes de la rentabilité. On leur donne l'argent au départ. Mais on peut faire l'hypothèse que dans 6 mois, ils seront rentables. Vous vous rendrez compte avec moi qu'ils apprendront tout. Ils auront toute une formation professionnelle. Mais on ne commence pas par leur apprendre une formation professionnelle qui les emmerde. À propos des dysfonctionnements, que je vais plutôt appeler maintenant des événements imprévus, là, il est possible d'écouter. Parce que comme il y a des événements imprévus tout le temps, quand on demandait aux jeunes dans la première action « Qu'est-ce que vous avez fait de nouveau cette semaine ?» Ils répondaient qu'il n'avait rien fait de nouveau puisqu'il était toujours dans la même situation. Mais ce qui avait changé, c'est qu'il y avait eu des imprévus. Mais comme je ne savais pas qu'il fallait lui poser la question, et que lui, évidemment, n'y pensait pas, il répondait « J'ai rien fait de nouveau ». Cette pédagogie du dysfonctionnement qui part, ou cette pédagogie des événements imprévus, est un moyen d'écoute. Et cette écoute, elle est capitale parce que le jeune est respecté. Le jeune, il est à part entière dans la démarche. On lui demande maintenant quels sont les événements imprévus, et il les dit, et il les voit, et les autres ne les voient pas. Et il a donc quelque chose que n'ont pas les autres. Et ça, c'est le premier facteur de l'insertion. Mais il y en a un second. C'est quand il les dit. En général, il se fait engueuler parce que les tuteurs n'aiment pas beaucoup qu'on parle d'événements imprévus. Il n'y a pas d'événements imprévus. Une société sophistiquée, il n'y a pas d'événements imprévus, sauf qu'il y en a partout et tout le temps. Le tuteur, il va répondre. Et l'insertion, c'est aussi que le jeune écoute la réponse. L'insertion, c'est une négociation. L'insertion, c'est que le jeune a le droit de parler et de dire ce qu'il pense, et qu'il doit tenir compte aussi de ce qu'on lui répond. Et ça, c'est un problème capital pour l'insertion. Je crois qu'il y a là quelque chose qui m'apparaît fondamental et que j'essaye de développer en ce moment. Il faut un emploi aussi pour l'insertion. Même s'il n'y a pas d'emploi,
il est en emploi provisoire, puisqu'il est en formation en alternance. Même s'il n'y a pas d'emploi, et je vais ici employer un terme que je n'aime pas et que je vais immédiatement détruire après l'avoir utilisé, il y a de l'employabilité. J'entends beaucoup trop ce terme et je proteste contre lui. Pourquoi ? Parce que j'entends beaucoup les entreprises me dire « Ouais, l'employabilité, formez-nous des gens employables ». Quand les entreprises nous disent cela, mais qu'ensuite elles n'emploient personne, je trouve que c'est tout à fait inadmissible. Par contre, moi j'ai envie de parler d'employabilité. L'employabilité pour moi, c'est de permettre à des gens, quand il y a des emplois, d'être capables de les tenir. Et l'insertion dans ce cas-là, c'est quelque chose d'important. Est-ce que la formation d'adultes peut être autre chose qu'une réparation des lacunes du système scolaire? Je crois qu'il faut... vous cherchez là à me faire critiquer l'école, je vais le faire un peu, mais pas beaucoup. D'abord parce que l'école, il ne faut jamais la prendre comme le bouc émissaire. L'école, c'est la société, hein, et l'école est celle de la société. Mais je voudrais rectifier un point. Quand je rencontre les jeunes qui ont 24-25 ans, qui ont été 3 ans en chômage, peut-être qu'à la sortie de l'école, je vais y revenir, peut-être qu'à la sortie de l'école, et je suis même sûr qu'à la sortie de l'école, ils savaient beaucoup de choses, mais ils ont des savoirs enfouis. Et ça, alors j'ai des quantités d'anecdotes pour pouvoir montrer que des savoirs sont enfouis. Je voudrais dire que c'est là que la notion de niveau n'a aucun sens. Quand on parle de niveau 4, de niveau 5, de niveau 5 bis en France, ça n'a aucun sens. Un jeune qui avait un niveau même élevé et qui a été 3 ans privé de tout et isolé, il a tout perdu provisoirement. Il a tout oublié provisoirement. L'éducation des adultes, elle est une réparation non pas seulement de l'école, mais de la société. Elle est la réparation de tout ce que nous avons fait perdre. C'est vrai qu'au bout de 3 ans, on ne sait plus rien. C'est vrai qu'au bout de 3 ans, on est paumé. Il faut quand même le dire, cela. Vous nous redites, la formation est un problème central de société. Et on ne s'y attaque avec pertinence que si on la saisit comme un problème de société, comme un des enjeux contemporains. Et comme un accompagnement. C'est ça le mot que nous connaissons bien tous les deux. La formation, ce n'est pas des contenus, la formation, c'est un accompagnement. Il y a des contenus dans l'accompagnement. Et pour ça, il faut les former en les accompagnant. Hein. Si vous me demandiez comment je vais aller former les gens à Belfort, je vais les accompagner, je ne vais pas leur faire des cours. Je ne vais même pas leur faire une seule journée. Sinon, une journée où je vais les écouter, voir leur représentation et essayer de les accompagner. Regardez qu'est-ce qui est la casse. Et par conséquent, créer des emplois qui sont vraiment utiles à la société. Regardez comment, quand on les met, qu'est-ce qu'ils ont à dire sur ce qui est de bien et de pas bien, et d'absurde et de pas absurde, et vous dites des choses extraordinaires. On modifie complètement leurs emplois quand on les écoute. Et ensuite, faire l'opération de nouvelle qualification qui va modifier les emplois et les formations. C'est tout ça que je tire comme conclusion aujourd'hui. C'est un programme pour la présidence de la République.